Alors bonsoir. La suite de la leçon, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, bon, ça concerne la propagation d'une onde mécanique progressive et périodique le long d'une corde. Alors donc ici, j'ai une corde. Voilà, ça c'est une corde. Bon, elle est liée à un support. Et ici, on va mettre du coton. Alors du coton. On va voir quel est le rôle du coton dans cette expérience. Alors, cette corde, elle est liée à une lame. Alors, une lame, c'est une lame vibrante. Alors, en haut de la lame, nous avons placé ce qu'on appelle un électroaimant. Aimant. Bon. Alors, l'électroaimant, il est lié à un générateur. Le générateur qui l'alimente avec le courant sinusoïdal, donc 6 volts. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire l'électroaimant? Il va appliquer une force magnétique dirigée vers le haut pendant une durée et après, il va appliquer cette force, elle va changer de sens. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer vers le haut, la lame, et après il va la pousser vers le bas. Donc vers le bas, ainsi de suite. Donc la lame, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vibrer verticalement. Alors maintenant, nous avons le point ici. Ça c'est la position de S, la source. Qu'est-ce qu'il va faire? Le S, il va monter verticalement, alors c'est-à-dire il va monter d'un centimètre, ou bien de 2 cm, ou bien de 1,5 cm. Et après, il va revenir à sa position initiale. Et après, il va descendre vers le bas. Donc, il va parcourir la même distance vers le haut et la même distance vers le bas. Et après, il revient à la position dans le même sens du départ. Donc, la durée principale, la durée totale, c'est grand T. Il s'appelle la période. Alors, puisque cette durée elle est égale à celle-là, elle est égale à celle-là, elle est égale à celle-là. Donc, la somme, c'est grand T. Donc, ce qui implique que cette durée, il représente T divisé par 4. Donc, ça, c'est T divisé par 4. Il descend, ça donne T divisé par 4 plus T divisé par 4 est égal à T 1 demi. Plus T divisé par 4, ça donne 3. T sur 4. Et là, c'est la durée principale T. Alors maintenant, on va essayer de dessiner l'allure de la courbe en fonction du temps. Alors, en fonction du temps, donc on va choisir les instants, les différents instants. Nous avons l'instant T1. Je vais la prendre comme étant T sur 4, la période divisée par 4. Donc, le S, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter jusqu'ici. Donc, cette partie de la corde, il va être déformée. Donc, j'obtiens, alors voilà, le S, et ici, voilà la déformation. Alors, ce point-là, il est noté F1, il s'appelle le front d'onde. Donc, au début de la déformation, S s'est déplacé vers le haut. Alors maintenant, à l'instant T2. T2 est égal à T sur 4 plus T sur 4, c'est-à-dire T sur 2. Alors, donc, le point S, il va revenir à sa position ici. Et ce point-là, il va effectuer le même mouvement que S, c'est-à-dire il va se déplacer ici et la déformation arrive jusqu'à ce point-là. Voilà, on obtient voilà, la déformation de la corde. Donc ce point, il s'appelle F2. C'est le front d'onde à l'instant T2 est égal à T sur 2. Alors maintenant, à l'instant T3 qui est égal à 3T sur 4. Alors, 3T sur 4, le S, ça c'est le S. Le S, il va descendre. Donc, le S, il va descendre ici. Voilà, le S. Et le front d'onde, c'est de ce point-là, il va effectuer le même mouvement que S au début. Donc, le F2, il va monter vers le haut. Et la déformation arrive jusqu'à ce point. Donc, j'obtiens la corde. Voilà. Et voilà la déformation au niveau de la corde. Ce point-là, il s'appelle F3. Le nouveau front d'onde. Alors maintenant, je vais dessiner aussi donc la corde en haut.
Voilà. Donc, nous avons la même. Donc, ici, c'est la verticale. Voilà. Donc le F3, c'est-à-dire 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3, ça c'est le F3. Le F3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter jusqu'ici. Donc, la déformation arrive là. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà. Je dessine la déformation de la corde. Donc, vous voyez que S, il va monter vers sa position initiale et j'obtiens la déformation qui va atteindre, ça c'est F4. Donc, à quel instant? À l'instant T4 qui est égal à T grand T, c'est-à-dire 3T sur 4 plus T sur 4. Alors, donc ça c'est S, et ça c'est Y en fonction du temps. Donc, vous voyez ici la déformation. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le front d'onde a parcouru cette distance, voilà, cette distance qui a été parcourue par le front d'onde pendant la durée T4 est égale à grand T, alors cette distance, elle est notée la longueur d'onde. Cette distance, elle est notée la longueur d'onde. Supposons que nous avons ici, par exemple, nous avons là 5 cm, alors, donc vous aurez ici 5, 10, 15, 20, donc automatiquement, la longueur d'onde est égale à 20 cm. Alors, maintenant, on va donc, c'est-à-dire que cette déformation, il va évoluer. Donc, je vais dessiner la forme de la corde. Donc, ça c'est un instant T4 est égal à grand T. Maintenant, je dessine la déformation de la corde à un autre instant. Donc, voilà la corde. Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, là, c'est 5. Voilà. Donc, ici, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est F4. Et ça, c'est F5. Le voilà F5. Donc, le F4, il va monter vers le haut. Alors, je dessine la déformation. Vous voyez ici que le S, il va monter vers le haut. Voilà la déformation de la corde. Donc, ça, c'est le S. Bon, alors, qu'est-ce que je constate au cours du temps? Alors, le front d'onde, la déformation du front d'onde, il est dirigé vers le haut et ne change pas. Donc, il garde toujours la même déformation, le front d'onde. Ce qui change, c'est la position de S. S, à un instant, il est en haut, à un instant, il se trouve dans sa position initiale, et à un instant, il est en bas. Mais le début, ou bien le début, c'est-à-dire la déformation juste à côté du front d'onde, il reste toujours la même. Donc, cette déformation, elle est vers le haut. C'est une preuve que S, il s'est déplacé à l'instant T égale à 0, il s'est déplacé vers le haut. Alors maintenant, donc, cette déformation, elle se propage le long de la corde. Alors, lorsqu'il arrive ici, on a utilisé le coton pour empêcher quoi? Pour que l'onde, lorsqu'il arrive à ce moment-là, il n'y ait pas phénomène de réflexion. Donc, le coton, son rôle, c'est d'empêcher la réflexion de l'onde lorsqu'il va rencontrer l'obstacle. Donc, le coton, qu'est-ce qu'il fait? Il va absorber l'énergie transportée par l'onde lorsqu'il arrive jusqu'au coton. Si on enlève le coton, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer une onde incidente et une onde réfléchie. Avant, on va obtenir ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Ça ne fait pas partie du programme. Alors, maintenant, j'avance. Donc ici, je vais effacer le... Donc là, c'est un instant T4 est égal à T. Ici, c'est un instant T5 est égal à T plus T sur 4. Ça donne 5T divisé par 4. Alors donc, au fur et à mesure, bon maintenant, on peut représenter, voilà, la corde.
Alors maintenant, à l'instant T6, T6, qui est égal à 5T sur 4 plus T sur 4, c'est-à-dire 6T sur 4, c'est 3T sur 2. 3T sur 2. Alors, le 1, 2, 3, 4, donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est le F5. Donc le F5, il va monter vers le haut. Et le nouveau front d'onde, c'est F6. Donc je dessine un arc, je dessine un autre arc, et voilà, regardez, S, il se trouve où? Donc ici, voilà, la déformation de l'onde, voilà la corde qui n'est pas déformée. Donc on obtient une sinusoïde, et je constate ici toujours que la déformation juste devant le front d'onde, il reste toujours la même, dirigée vers le haut. Alors maintenant, j'ai dessiné j'ai dessiné l'allure de la courbe à des instants différents, à l'instant t sur 4, t sur 2, 3t sur 4, à l'instant t. Alors, à l'instant t, alors, l'onde, il a parcouru la distance F4, il a parcouru la distance de S jusqu'à F4. Lorsque la durée elle est égale à une période, la distance parcourue par le front d'onde, il est appelé la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, c'est cette distance, elle est représentée par 1, 2, 3, 4. 4 fois, nous avons pris ici 1 cm, ça représente 5 cm. Donc, nous avons lambda est égal à 20 cm. Alors maintenant, si je prends ce sommet-là, et je prends ce sommet-là, la distance entre ces deux sommets, il est représenté par 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 20 cm. Donc, qu'est-ce qu'il représente aussi? Il représente la longueur d'onde. Alors, maintenant, à partir de maintenant, lorsqu'on va vous donner l'allure d'une courbe, c'est-à-dire une déformation provoquée le long d'une corde, je peux vous donner cette déformation, voilà. Alors, donc, je peux vous donner celle-là, voilà, comme ça. Voilà, et j'efface. Voilà, la déformation, ça, c'est S. Le dernier point, il s'appelle grand F. Donc ici, à l'instant, donc ici, l'aspect de la corde à l'instant. Donc, à l'instant T1. Donc, alors, supposons que l'onde, il part de S, à l'instant TS est égal à 0. Alors, donc, d'après celle-là, on va vous demander de calculer la vitesse et on va vous demander de calculer la période et de trouver la longueur d'onde. Alors, supposons que nous avons ici, voilà, alors cette distance, il est représenté par exemple, il est représenté par 10 cm, je change ici, 10 cm. Alors, vous prenez deux points, celui-là et celui-là. Alors, ces deux points-là, sommet, sommet, ou bien vous prenez creux, creux. Alors, c'est entre ces deux points. Alors, ça c'est lambda. Aussi, c'est ça, c'est lambda. C'est la longueur d'onde. Alors, donc, la longueur d'onde, vous avez 1, 2, 3 et vous avez ici, c'est 4. 4 fois 10, ça donne 40 cm. Alors, une fois que vous avez trouvé la longueur d'onde, maintenant, on peut calculer la vitesse de propagation. Connaissant T1, je peux calculer la vitesse de propagation. La vitesse de propagation V, ou bien la célérité est égale à D divisé par delta T. Je vais choisir comme D la distance entre S et F. Donc, il est égal à SF divisé par TF moins TS. Alors, le TF, c'est T1, le TS, donc, est égal à SF divisé par T1 moins 0, sachant que TS, il est égal à 0. Alors, on peut vous donner la valeur de T1. Donc, la distance SF, c'est
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 10, c'est 80 cm. Donc 80, 10 à la puissance moins 2. Alors, divisé par, supposons que T1 il est égal à 4 secondes. Donc divisé par 4. Donc ça donne V divisé par 0,4. Voilà. 0,4. Donc 0,4. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? V est égal à 2 mètres par seconde. Alors, connaissant la vitesse, je peux déduire la longueur d'onde. Je peux déduire la période à l'aide de la longueur d'onde. Alors, nous avons la relation pour les ondes, c'est-à-dire périodiques. Alors, V est égal à lambda divisé par T. Donc, pour trouver le T, T est égal à, alors le T, il est égal à lambda divisé par V. Alors, le lambda, c'est 40 cm, 40, 10 à la puissance moins 2. Donc, 40, 10 à la puissance moins 2, divisé par le 2. Donc, ça donne 20, 10 à la puissance moins 2. Donc, ça donne 20, 10 à la puissance moins 2, ça donne 0,2 secondes. Donc, alors maintenant, je regarde, on peut vous poser la question. Quel est le sens de déplacement? Quel est le sens de déplacement de S? Pour savoir le sens de déplacement de S, il faut regarder juste à côté du front d'onde. Vous voyez ici la déformation, elle est dirigée vers le haut. Donc automatiquement, S, à l'instant TS égale à 0, le S, il s'est déplacé vers le haut. Donc quel est le sens de déplacement de S à l'instant TS? Le sens de déplacement de S à l'instant TS, il est donné par la déformation juste avant le front d'onde. Juste avant le front d'onde. Alors donc, par exemple ici, donc je vous montre là, regardez ici, voilà une déformation, d'accord? Donc ici c'est le front d'onde, d'accord? Et la distance entre deux sommets du milieu de propagation, il représente la longueur d'onde. Alors maintenant, je donne un autre exemple. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple. Deuxième exemple. Alors, on donne l'aspect de la corde à un instant donné. On donne l'aspect de la corde à l'instant. Je vais l'appeler TF. Donc, je vais vous donner ici la corde, la déformation. Voilà. Donc, cette déformation est la suivante. Alors, donc ici, voilà. Le S. Donc là, c'est le front d'onde. Donc ici, la corde, elle est déformée. Et là, nous avons, donc ici, nous avons un support. Et dans le support là, nous avons mis ici du coton. Et j'ai dit à quoi sert le coton. Le coton, il sert à absorber l'onde, c'est-à-dire empêcher le phénomène de réflexion. Alors, donc, ici, vous ai donné la déformation. Alors, sachant que cette distance d'ici jusque-là,
il est égal à 5 cm, alors on va vous demander de trouver lambda, premièrement. Deuxièmement, on va vous demander de calculer la célérité V est égale. Alors, connaissant bien sûr l'instant T, TF, alors je vais vous donner ici l'instant TF, il est égal à 0,5 secondes. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, pour lambda, il faut prendre deux points qui sont en face. Deux points qui sont en face. Alors, quels sont les points qui sont en face? Si je prends ce point-là et celui-là, alors ce sont deux points, ils vont se déplacer ensemble vers le haut et après vers le bas. Donc, nous avons deux points successifs qui sont en phase. La distance entre ces deux points-là, il représente la longueur d'onde. Ou bien, je prends un creux et un creux. La distance entre les deux creux successifs, c'est lambda. Alors, je vois ici, lambda est représenté par combien de carreaux? Donc, nous avons 1, 2, 3 et 4. Donc, automatiquement, lambda, 4 multiplié par 5, ça donne 20 cm. Donc, on a trouvé la valeur de lambda. Alors, maintenant, il faut mesurer la distance de S jusqu'à F. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la distance SF est égale à 7 fois 5, ça donne 35 centimètres. Alors, 35 centimètres. Alors, sachant que TS est égal à 0. Alors, on cherche la vitesse. La vitesse V est égale à la distance SF, c'est-à-dire D divisé par delta T, c'est-à-dire SF divisé par TF moins TS. Je remplace TS par 0, je remplace TF, il a été donné, et je remplace SF par 35. Donc, ça donne 35, 10 à la puissance moins 2 mètres, divisé par 0,5 moins 0. Alors, donc 35, 10 à la puissance moins 2, donc 35 divisé par 0,5, ça donne 70, 10 à la puissance moins 2, donc ça donne automatiquement, alors ça donne à peu près 0,7 mètres par seconde. Alors maintenant, une fois on a calculé la vitesse, ils vont nous demander de calculer la fréquence. À quoi est égale la fréquence? Alors pour calculer la fréquence, nous avons V est égal à D sur delta T. Si je remplace delta T par grand T, je remplace D par lambda. Alors j'aurai V est égal à lambda divisé par grand T ou bien lambda multiplié par grand N. Alors on cherche la fréquence N est égal à la célérité divisé par la longueur d'onde. Donc c'est 0,7 divisé par la longueur d'onde, 20 cm, c'est-à-dire 20, 10 à la puissance moins 2. Donc ça donne 7 divisé par 2, 7 divisé par 2, ça donne 3,5 Hz. Voilà la longueur d'onde, bien sûr, pour cet exemple, en considérant les données suivantes. Alors maintenant, on va passer à grand 3. Grand 3. Mais avant de passer à grand 3, je vais parler à propos de la représentation. Donc ici, toujours dans cet exemple que je vous ai montré. Voilà. Donc nous avons voilà. Donc j'ai la déformation ici.
Ça, c'est S. Voilà. La courbe déformée. Et ça, c'est grand F. Voilà. Alors, on peut vous poser ici la question suivante. La question suivante, c'est que quel est le sens de déplacement de S à l'instant TS égale à 0? Sens de déplacement de S à l'instant A, l'instant, alors TS est égal à 0. Pour répondre à cette question, il faut regarder. Ça, c'est l'aspect de la corde. La corde A, T, l'instant TF. Donc, il faut regarder la déformation de la corde juste avant le front d'onde. Puisque la déformation, il est dirigé vers le bas, donc à l'instant T égale 0, le S, il s'est déplacé vers le bas. Donc, A, TS est égal à 0, alors la source S se déplace, ou bien s'est déplacé, déplace vers le bas. Alors maintenant, on va s'intéresser à la variation de l'élongation du point S. La variation de l'élongation du point S en fonction du temps. Voilà, en fonction du temps YS. Alors, cette distance, nous avons dit que cette distance, il représente ça, il représente ce qu'on appelle A, c'est l'amplitude. Il représente l'amplitude, d'accord? Donc, si je trace ici, voilà, je trace la verticale, alors ça, c'est moins A, et là, c'est petit a, cette distance, et ça, c'est le 0. Donc, ici, Y. Alors, maintenant, je m'intéresse à un point, le point S. Le point S, l'onde, il commence en S, à l'instant, TS est égal à 0. Alors, en même temps, le S, il se déplace vers le bas. Donc, la forme de la courbe YS en fonction du temps, donc c'est une fonction sinusoïdale, voilà, c'est une fonction sinusoïdale, avec ça c'est A, et ça c'est moins A, là c'est 0. Alors donc, cette fonction-là, voilà, cette fonction, c'est une fonction qui caractérise le point S. Alors donc, ici, nous avons le temps. Alors maintenant, à partir de maintenant, lorsqu'on vous donne les courbes, surtout c'est l'une de ces deux courbes, il faut premièrement regarder l'axe horizontal, celui-là. Si vous avez le temps, ça signifie que cette courbe, celle-là, il représente seulement une fonction mathématique qui caractérise le point S. Par contre, ici, alors cette courbe, il représente quoi? Il représente le milieu de propagation qui est déformé à un instant donné. Donc ça, c'est la déformation du point du milieu de propagation. Ça, il s'appelle le front d'onde. Ici, il n'y a pas de front d'onde parce que nous avons ici le temps. Alors, maintenant, si je prends ici deux points, celui-là et celui-là, la distance entre les deux, ici jusque-là, ça représente lambda, la longueur d'onde, ou bien la distance entre ce point et ce point, ça représente lambda. Par contre, ici, si je choisis deux sommets, la distance entre les deux sommets, il représente la période grand T. Donc ici, la même chose, celle-là, il représente la période. Donc vous faites attention lorsqu'on vous donne des courbes, il faut toujours regarder sur l'axe que vous avez. Si vous avez le temps, donc sommet, c'est la période. Si vous n'avez pas le temps, alors vous aurez ce schéma. Sommet, ça représente la longueur d'onde. Alors maintenant, en vous donnant cette courbe et en vous donnant celle-là, d'après celle-là, vous trouvez la longueur d'onde et d'après celle-là, vous trouvez la période et à l'aide des deux, on peut calculer la vitesse
est égal à la longueur d'onde divisée par la période. Alors, grand 3, propagation d'une onde mécanique périodique à la surface de l'eau. Propagation d'une onde mécanique périodique à la surface de l'eau. Grand 3. Alors, d'une onde mécanique périodique à la surface de l'eau. À la surface de l'eau. Bon. Alors, maintenant, la même chose. Nous avons une cuve à eau qui contient de l'eau. Voilà. Il est rempli avec, ici, nous avons de l'eau. Alors, voilà, l'eau. Alors, j'ai ici une pointe, c'est-à-dire une aiguille. Voilà, la pointe. Il est lié à une lame. Là, c'est une lame. Et la lame, il est fixé à un support. Et juste à côté de la lame, il y a ce qu'on appelle un électron aimant. Alors, un électron aimant qui va appliquer sur la lame alors une force magnétique qui est variable. Alors cette force magnétique est une force sinusoïdale si on alimente l'électron aimant avec le courant électrique sinusoïdal. Donc qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que cette pointe, il va monter vers le haut, il va taper à la surface de l'eau. Il tape à la surface de l'eau, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des ondes qui se propagent à la surface de l'eau sous forme d'ondes circulaires. Alors, ces ondes circulaires, voilà, ils ressemblent. Alors, on obtient des ondes circulaires comme celle-là. Alors, donc, je vais représenter ces différentes ondes circulaires. Bon, alors, je vais utiliser vous allez voir comment je vais tracer les différentes cercles. Voilà. Donc ici, c'est la source. Voilà. Le premier, je vais tracer premier cercle. Alors, voilà. Le deuxième. Le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, ça c'est la source. Ici, c'est la source. Alors, je vais représenter cette droite. Soit je vais la représenter horizontalement. Voilà. Alors, il s'appelle le rayon de l'onde. Le rayon de l'onde, je peux aussi le représenter de cette façon. Voilà, le rayon de l'onde. Rayon de l'onde. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer des cercles qui sont clairs et des cercles qui sont sombres. Donc, je vais représenter en trait plein les cercles clairs, donc un cercle clair ou bien cercle brillant. On l'appelle aussi ligne ou ride brillante. Alors, donc, brillante, et voilà, ça, elle représente en pointillé, ce sont des lignes. Donc, ligne
sombre. Sombre, c'est-à-dire qui n'est pas très brillante. Donc j'aurai ligne brillante, sombre, brillante, sombre. Voilà, en pointillé, je représente les lignes sombres, brillantes, ainsi de suite. Alors maintenant, la distance entre deux points qui appartiennent au même rayon, alors ce point-là et ce point-là, alors, et qui appartiennent à deux cercles du même type, c'est-à-dire brillant, brillant, cette distance, il représente la longueur d'onde. Alors, la distance entre un point qui appartient à un cercle brillant et un autre point qui appartient à un cercle qui est sombre, alors, et les deux points appartiennent au même rayon, cette distance, elle représente lambda sur 2. Alors, donc, maintenant, je peux prendre ça entre ce point-là et ce point-là. Cette distance, c'est lambda sur 2. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit ici que ces points, ils vibrent en phase. Donc, tous les points qui appartiennent aux lignes qui sont brillantes, ce sont des points qui vibrent en phase. Tous les points qui appartiennent aux lignes sombres, alors, et aussi, ils vibrent en phase. Maintenant, si je prends un point qui appartient à une ligne brillante et une ligne sombre, alors, ces deux points, ils vibrent en opposition de phase. Donc, ce point-là, nous avons ça, c'est A, là, c'est B, là, c'est C, et là, c'est D. Alors, donc, je dis que A, il vibre en phase avec C. Et A, il vibre en opposition de phase avec B et en opposition de phase avec D. Puisque A, c'est une ligne brillante et D et B, ce sont des lignes qui sont sombres. Donc, je répète, à la surface de l'eau, on obtient des cercles. Alors maintenant, si je dessine une coupe d'eau, c'est-à-dire une coupe transversale. Alors, lorsque je dessine une coupe transversale, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la figure suivante. Regardez ici, voilà, la verticale, là. Alors, ce point-là, ici, ce point, là, là. Donc, les lignes qui sont brillantes, ils représentent quoi? Ils représentent ce qu'on appelle, alors, ils représentent les crêtes. Donc ça, c'est un creux et ça, c'est une crête. Alors là, alors donc, les lignes qui sont en pointillé, voilà le point B. Ça, c'est B. Et celui-là, c'est le point A. Le point A. Donc, on obtient à la surface de l'eau, j'obtiens une forme sinusoïdale qui ressemble, elle ressemble quoi? Elle ressemble à la déformation de la corde. Mais en réalité, ça, ce n'est pas la corde. C'est-à-dire, lorsque je représente une coupe transversale, alors lorsque je représente une coupe transversale, donc les lignes brillantes, ils vont représenter des crêtes et les lignes sombres, ils vont représenter des creux. Alors donc, à partir de maintenant, les lignes brillantes, ce sont les crêtes et les lignes sombres, ce sont des creux. Voilà la représentation d'une coupe de la surface de l'eau. Une coupe de la surface de l'eau, il a cette forme, voilà. Il a cette forme, voilà, la surface de l'eau. Alors, ils sont appelés les creux. Alors, creux, donc, ce sont des lignes. Alors, lignes sombres. Sombres. Et ça, ils sont appelés des crêtes. Crêtes, ce sont des lignes brillantes. Brillantes. Voilà.
Alors maintenant, on va expliquer pourquoi les lignes, les creux, pourquoi les creux, les creux, ce sont des lignes sombres et pourquoi les crêtes, ce sont des lignes brillantes. Pourquoi? Alors donc ici, je vais essayer de donner l'explication de ce phénomène. Nous avons par exemple ici un bassin, voilà, où nous avons créé les ondes mécaniques à la surface de l'eau circulaire. Je représente une coupe de la surface de l'eau. Alors, une coupe de la surface de l'eau, ça la surface de l'eau, la coupe de la surface de l'eau, et là, cette forme, voilà, c'est une sinusoïde. Voilà. Donc ici, voilà, nous avons là, nous avons de l'eau, et ici, nous avons de l'air. Alors, nous avons de l'air. Donc, et là, c'est le bassin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va éclairer à l'aide de la lumière naturelle, on va éclairer la surface de l'eau, de haut vers le bas. Voilà. Les rayons lumineux vers la surface de l'eau. Voilà. Je vais envoyer des rayons lumineux qui sont parallèles. Voilà. Donc, les rayons lumineux qui sont parallèles, ils sont dirigés vers la surface de l'eau qui est déformée. Alors, donc, pour expliquer le phénomène, alors, il faut connaître les propriétés de la lumière. Alors, nous avons ici deux milieux. Nous avons le premier milieu, ça c'est milieu. Je vais prendre le milieu R. Et là, un deuxième milieu, le milieu O. Alors celle-là, il représente la surface. Ça, c'est la surface de séparation entre deux milieux. Milieu R en haut, milieu O, il est en bas. Ça, c'est la surface de séparation. Alors, première expérience, lorsque j'envoie un rayon lumineux SI, vers la surface de séparation, tel que ce rayon lumineux est perpendiculaire à la surface de séparation, qu'est-ce que je constate? Ce rayon, il pénètre sans déviation. Donc, il n'y a pas de déviation. Il entre perpendiculaire, alors, incident est perpendiculaire et il pénètre d'une façon perpendiculaire. Alors maintenant, donc ici, nous avons la surface de l'eau. Donc ce rayon-là, il est perpendiculaire à la tangente. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pénétrer totalement. Celui-là aussi, il est perpendiculaire à la tangente. Donc il va pénétrer. Il va laisser ici une tache brillante. Alors là, la même chose, il va entrer. Celui-là, il va entrer totalement. Et celui-là, il va entrer sans déviation. Alors maintenant, lorsque j'envoie un rayon lumineux, SI, ce point-là, il est noté I, le voilà aussi, I. Donc, ce rayon lumineux, il est incliné. Il est incliné d'un angle. Alors, cet angle-là, il est appelé angle d'incidence. Je trace la verticale qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Il s'appelle la normale. Cet angle-là, c'est l'angle I, par exemple, l'angle d'incidence, il est égal à 30 degrés, par exemple. Je vais choisir 30 degrés. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais constater? Ce rayon-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer, ça c'est la direction, le prolongement de ce rayon. Alors, ce rayon-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de direction. Donc, il va s'approcher de la normale. Donc, regardez là, le rayon, il va venir ici. Donc, au lieu de traverser l'eau de cette façon, il va changer de direction, il va s'approcher de la normale. Cet angle, il est appelé petit r, et ce petit r, il est inférieur à 30 degrés. Alors, ce phénomène-là, il est appelé le phénomène de réfraction. Donc, il y a phénomène
de réfraction. Réfraction. C'est-à-dire le changement de la direction d'un rayon lumineux lorsqu'il passe d'un milieu à un autre. Donc, il y a changement de direction. Ce phénomène, il est appelé le phénomène de réfraction. Alors maintenant, on va utiliser ce phénomène pour expliquer pourquoi les crêtes, ce sont des lignes qui sont brillantes et pourquoi les creux, ils sont sombres. Donc ici, nous avons alors ce rayon-là, cette surface, la voilà. Donc ça c'est la surface, la normale, il est comme ça, à la normale, voilà, la normale. Donc ce rayon-là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va changer de direction, donc il va se diriger ici. La même chose, ce rayon-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'orienter dans cette direction. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un point qui est bien éclairé. Je regarde celui-là, il va changer de direction, alors il va être dévié dans ce sens. Celui-là aussi, il va être dévié dans ce sens. J'aurai un point bien éclairé. Voilà. Alors, la même chose pour ce rayon-là. Ces rayons, ils vont se rassembler au même point. On dit qu'ils convergent au même point. J'aurai ici un point qui est bien éclairé. Donc, qu'est-ce que je constate? Lorsque je regarde d'en haut, ça c'est notre œil. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des points qui sont très clairs, puisqu'il y a rassemblement de plusieurs rayons ici et là. Et entre ces points-là, qui sont plus clairs, je vais voir des points qui sont moins clairs. Ce sont les points sombres. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire ici que la crête, c'est-à-dire la crête, voilà, la crête, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les rayons en un point. Donc, il joue le rôle d'une lentille convergente. Donc, la crête joue le rôle d'une lentille convergente. Alors, maintenant, c'est-à-dire, les crêtes, ils convergent tous les rayons vers un point. C'est pourquoi, d'en haut, lorsqu'on regarde, nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ces différentes taches. On va voir des taches qui sont brillantes, et entre les taches brillantes, il y a une zone qui est moins brillante. On dit qu'il est sombre. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente les creux. Donc, quel est maintenant, pourquoi les crêtes, ce sont des lignes qui sont très brillantes? Parce que les crêtes, ils jouent le rôle de lentilles convergentes. Donc, ils rassemblent les rayons lumineux en des points qui seront, bien sûr, très brillants. Par contre, les creux, ils jouent le rôle des lentilles divergentes. Ils repoussent les rayons lumineux vers les extrémités. Donc, les creux, ou bien la creux, d'accord? Les creux jouent le rôle de lentilles divergentes. Bien sûr, les lentilles convergentes, si vous avez vu ça en les années passées, voilà la lentille convergente. Une lentille convergente, lorsqu'on envoie les rayons lumineux parallèles vers une lentille convergente, voilà, des rayons qui sont parallèles vers une lentille convergente. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette lentille? Il va rassembler ces différents rayons. Alors, en un point, on dit qu'ils convergent. Voilà, ils convergent en un point. Donc, ça, c'est une LC. Il s'appelle la lentille convergente. Donc, les crêtes, ils se comportent comme des lentilles convergentes. Donc, ils rassemblent les rayons lumineux en des points qui seront
très brillantes. Par contre, la lentille divergente, alors sa représentation, voilà, il est comme ça. Lorsque j'envoie des rayons lumineux parallèles vers une lentille divergente, voilà, alors des rayons qui sont parallèles vers une lentille divergente, voilà les rayonnements, hein. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que celle-là, alors, il fait diverger les rayons, d'accord? Elle s'éloigne de l'axe qui s'appelle l'axe optique principal. Hada, c'est l'axe optique principal. Celle-là, c'est une lentille divergente. Lentille divergente. Alors, bien sûr, certains, ils donnent l'explication suivante. Alors, lorsqu'on leur demande pourquoi les crêtes, ce sont des points brillants, c'est-à-dire des lignes brillantes, et les creux, ce sont des lignes sombres, alors, ils donnent l'explication suivante. La lumière, les crêtes, ils empêchent la lumière d'arriver jusqu'au creux. C'est faux. D'accord? La lumière